tous et bienvenue sur Monaco Info pour votre édition dominicale dont voici les grands titres. Nous poursuivrons notre série de reportages au Rwanda où s'est rendu le prince Albert II. À Kigali, la capitale, le prince souverain a assisté à l'inauguration de la Carlos Takam Academy où les valeurs du sport sont portées haut. Les valeurs du sport si chères à la princesse Charlène, elle a remis cette semaine le prix Socrates lors de la soirée du Ballon d'Or à Paris. Nous l'entendrons dans ce journal. Jour de vote pour les Français de Monaco qui étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour une législative partielle à la suite de l'invalidation de la précédente élection. Le Conseil constitutionnel avait contraint le député Stéphane Bogetta à démissionner. Elles ont relevé le nouveau défi qu'elles s'étaient fixé. Les suricates de Monac sont parvenus au sommet du Mont Blanc après une ascension épique. Une expédition qui va leur permettre de reverser des fonds à Handicap International. Sylvie Bertrand et Céline Cotalorda seront nos invités. Nous découvrirons une jeune pilote prometteuse. À 11 ans, Lina est déjà une championne de kart. Et puis, avec le directeur de l'Institut audiovisuel de Monaco, Vincent Vatrican, nous évoquerons le film qui marquera l'ouverture de la nouvelle saison du cycle Tout l'art du cinéma, une journée particulière d'Ettore Scola. Et nous partons tout de suite sur le continent africain pour débuter ce journal. Le prince Albert II a poursuivi aujourd'hui sa visite au Rwanda. Il assistait au championnat du monde de cyclisme sur route auquel participait le cycliste monégasque Victor Langelotti. Ce dernier, malheureusement, a abandonné au 10e tour. Le champion du monde est Tadej Pogacar. Et hier, à Kigali toujours, le prince souverain a assisté à l'inauguration de la Carlos Takam Academy, un centre de formation pas comme les autres, porté par le boxeur franco-camerounais qui s'est souvent entraîné à Monaco. Bonsoir Émilie Rousseau, vous êtes à Kigali avec Sylvain Péroumal et vous avez pu suivre cette inauguration pleine de promesses pour la jeunesse. Oui, tout à fait. Le lancement officiel de cette académie qui ouvrira ses portes en mars 2026 est un signe fort pour le Rwanda, mais aussi pour le continent africain. C'est aussi l'engagement d'un homme, un grand champion de boxe, Carlos Takam, qui a souhaité mettre à profit son expérience pour mener un autre combat. À Kigali, les coups de gants résonnent déjà comme une promesse d'avenir. D'ici quelques mois, la capitale rwandaise sera dotée d'un centre de formation pour les jeunes Africains afin de leur donner les clés de la réussite, qu'elles soient sportives et éducatives. À l'origine de ce projet, l'ancien champion du monde de boxe, Carlos Takam. C'est un rêve qui devient réalité. Il y a de cela 10 ans, j'en parlais, 5 ans, j'en parlais, je disais que oui, je viendrai en Afrique commencer une académie de sport-études et voilà qu'on a commencé la fondation aujourd'hui. Je suis très content. La Carlos Takam Academy est le fruit d'un long travail mené par la fondation du boxeur, fondation créée en 2023 au Rwanda. La fondation a 3 piliers, l'éducation, peaceful sport and youth empowerment. Offrir une chance à ces jeunes, leur montrer qu'eux aussi, ils peuvent voir les choses en grand. Tel est le but de cette académie qui répond au rêve d'un homme. Carlos a pensé très tôt à sa reconversion. C'était un champion, j'espère qu'il va bientôt arrêter de se battre. Et se rend compte que aider les jeunes, c'est une chose, mais avoir les moyens de les aider, c'en est une autre. Donc mon implication, c'est aider la fondation et l'académie à se structurer, afin de pouvoir bien se présenter à des investisseurs qui seraient prêts à mettre de l'argent pour le développement de la boxe en Afrique. Et pour développer la boxe en Afrique, la fondation Carlos Takam et la WBC ont dévoilé l'Ushuja Africa World Championship Title en présence de plusieurs personnalités telles que le prince Albert II, l'ancien pilote Jackie X ou l'athlète kenyan Tegla Loroupe. Cette ceinture, elle est née d'une initiative entre la Carlos Takam Foundation et la WBC, donc la Fédération internationale de boxe. Cette ceinture était une idée de Carlos qui disait bon, on n'a pas énormément de compétition sur le circuit et il faut qu'on trouve un moyen de forcer les promoteurs, les boxeurs, les organisateurs, même les gouvernements à organiser des combats ici en Afrique. Donc on a imaginé une ceinture qui permettrait d'être champion du monde, pas champion d'Afrique, champion du monde, mais qu'en Afrique. Si la pratique de la boxe est en voie de développement au Rwanda, la future ouverture de la Carlos Takam Academy tend à redonner espoir aux jeunes Africains. Un équilibre entre sport et études pour réussir au plus haut niveau, tout en participant au développement de leur continent.
Voilà donc un bel exemple au Rwanda du vecteur de développement et d'éducation que peut représenter le sport, et c'est l'intime conviction de la princesse Charlène, ancienne sportive de haut niveau et qui s'investit pleinement aujourd'hui dans la promotion des belles valeurs que peut véhiculer le sport, que ce soit à travers les actions de sa fondation ou tout récemment, cette semaine, aux côtés de l'organisation Peace and Sport. La princesse était en effet à Paris pour prendre part à la traditionnelle soirée du Ballon d'Or, soirée au cours de laquelle elle a remis le prix Socrates qui récompense des footballeuses et footballeurs engagés. Justin Hadel et Jérémy Henry y assistaient pour Monaco Info. Je vous propose tout de suite d'écouter l'intervention de la princesse Charlène juste avant qu'elle ne remette ce prix au lauréat 2025. Sports are about values, passion and dedication. In Monaco, sports are highly regarded and the Principality has been elected as the World Capital of Sports in 2025. As former Olympians, the Prince and I share the vision of the exemplary and educational importance of sports. We hope that by promoting sports, the corresponding values contribute to a more balanced development of the youth. Being here tonight is honouring sports as key instruments to peace and social cohesion. The winner of the 2025 Socrates Award is the Zana Foundation. En 2024, l'Espagnole Jennifer Hermoso avait remporté le prix pour son combat sur l'égalité des genres. Mais cette année, c'est la fondation créée par l'entraîneur actuel du PSG, Luis Enrique, qui est mise à l'honneur. La fondation Xana, baptisée ainsi en souvenir de sa fille décédée il y a quelques années. Une fondation engagée dans le soutien des enfants touchés par des maladies graves. Pour la responsable des champions de la paix rattachée à Peace and Sport, la princesse Charlène était la meilleure personne pour remettre ce prix. Effectivement, donc la princesse, elle incarne parfaitement les valeurs qui sont incarnées par le prix Socrates. Elle a investi de longue date, notamment en faveur de la jeunesse, de l'éducation, de la solidarité. Et c'est ce qu'on cherche à transmettre, Peace and Sport, à travers ce prix Socrates, et toujours de renforcer l'impact sociétal du sport. Avec elle, d'autres champions de la paix ont été conviés à la cérémonie, Peace and Sport étant le créateur du prix Socrates, avec le groupe L'équipe. C'est très cool d'être ici pour représenter Peace and Sport et la paix de sport, dans la sport, au Ballon d'Or. Des sportifs pour qui l'engagement social à l'extérieur de la pratique sportive est très important. C'est important, on est des porte-parole, on est des voix et forcément le fait que nous on s'engage socialement dans l'inclusion et dans toutes ces choses-là et puis même être quelqu'un un peu d'ancré, ça permet aux jeunes de demain de pouvoir avoir une identité et de se dire ok, il n'y a pas que le sport mais il y a tout ce qui est englobé derrière. Je pense qu'on a une parole et une voix qui porte, il faut bien l'utiliser parce qu'il y a des gens qui comptent sur nous. Une voix que Peace and Sport continue de mettre en avant à travers ses champions de la paix et ses actions au quotidien. La transition est toute trouvée avec les résultats foot du week-end et la mauvaise opération de l'AS Monaco FC qui a perdu la tête du classement général du championnat de Ligue 1 après sa défaite hier soir à Lorient. Les Monégasques se sont inclinés 3-1. On votait aujourd'hui à Monaco. Les résidents français de la principauté étaient appelés aux urnes pour une législative partielle après l'invalidation de l'élection précédente du député Stéphane Vogetta. Écoutez les explications de l'ambassadeur de France à Monaco et des électeurs qu'il a accueillis en fin de matinée aujourd'hui. Il s'agit d'une élection législative partielle suite à l'annulation du mandat de M. Vogetta pour non-ouverture dans les délais de compte de campagne. Donc c'est une élection qui est propre à la 5e circonscription des Français de l'étranger qui recouvre le Portugal, l'Espagne, Andorre, Monaco, avec le premier tour ce dimanche et un deuxième tour le 12 octobre. Voilà, donc le bureau de vote est aujourd'hui ouvert dimanche à Monaco par l'ambassade, avec évidemment aussi le soutien des autorités monégasques qui assurent la sécurité de l'ambassade. Il était possible à nos concitoyens de voter également par correspondance, c'est-à-dire par courrier,
ou de voter par voie électronique. Il faut voter, il faut faire son devoir. Hein. Je pense que c'est normal, tout Français qui se respecte. Hein. Voilà, c'est tout. C'est toujours important de voter. Quoi qu'il en soit, on doit voter, c'est un devoir de citoyen et je vote. Je suis disponible, je suis là, je viens. Et les premières indications avant la fermeture des bureaux de vote laissent présager une fréquentation plutôt basse. Le deuxième tour de cette élection, vous l'avez entendu, est prévu le 12 octobre. Changement total d'environnement pour les Suricates de Monac. Ce duo qui s'est lancé des défis personnels pour pouvoir parallèlement financer d'importantes causes. Après une participation au rallye des Gazelles en 2024, elles ont choisi un autre terrain de jeu, si tant est que l'expression s'y prête, puisqu'elles se sont attaquées au mythique Mont Blanc. C'était le week-end dernier. De retour à Monaco, elles sont nos invitées aujourd'hui. Bonsoir les Suricates de Monac. Bonsoir Patricia. J'ai en mémoire votre arrivée sur le littoral marocain après votre participation au rallye des Gazelles. 1 an et demi plus tard, vous vous êtes fixé ce nouveau défi que vous venez de relever. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que vous avez placé la barre encore un peu plus haut, Céline. Oui, c'est vrai que cette année, c'était un défi et pas des moindres. Faire l'ascension du Mont Blanc et par la voie historique des pionniers. C'est une voie qui est pas très empruntée aujourd'hui et qui est plus longue, plus dure, enfin ça on l'a découvert sur le terrain, que la voie habituelle du goûter. Et des conditions météo aussi qui ont changé, hein. On est passé de l'été presque à l'hiver sans saison intermédiaire. Hein. Oui, c'est ça tout à fait. On peut dire qu'on a fait le Mont Blanc quasi dans des conditions hivernales, même si on a eu une bonne fenêtre météo pendant 4 jours. L'ascension finale a été assez épique et dantesque. Beaucoup de vent, du brouillard, on ne voyait rien. C'était très très dur. Alors Sylvie, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est déroulée cette expédition? Il n'y a pas d'autre mot, c'est une expédition et cela se passe sur plusieurs jours, une ascension du Mont Blanc. Oui, jusqu'à la veille, on ne savait pas trop si on allait pouvoir monter. Notre guide nous a rassurés sur ce point. On a dû quand même prendre une journée complète pour faire la trace, puisqu'il avait neigé quelques jours auparavant. Donc pour faciliter notre ascension, on a dû prendre une journée pour monter le plus haut possible. On était pratiquement à 4000 mètres, pratiquement à 300 mètres sous le refuge intermédiaire, le refuge Valo, pour pouvoir faire notre trace et attendre le samedi dernier pour pouvoir monter dans des conditions un petit peu plus faciles, si tant est qu'on puisse dire que c'était un petit peu plus facile. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous, Céline, tout d'abord, car cela a été vraiment un défi très éprouvant. Déjà, rien qu'atteindre le premier refuge qui est à 3000, c'était déjà beaucoup plus difficile que ce que j'avais imaginé. Non, tout était beaucoup plus physique et exigeant. La durée, moi, le plus dur, vraiment, c'est la durée de la journée. On est monté au sommet, on est parti à 5 h du matin de notre refuge et on est rentré à 23 h 30 dans la nuit avec la frontale. C'était pour moi un jour sans fin, un espèce de cauchemar éveillé. Même si aujourd'hui, je le prends avec le sourire, mais sur le moment, voilà, ça a été vraiment le plus dur. Et le sommet final, les 2 heures d'ascension finale où on voyait pas le bout du sommet, là aussi mentalement c'était très dur. On a failli abandonner quand même, mais heureusement que notre guide nous a vraiment soutenus, motivés. Et pour vous Sylvie, la difficulté elle a été mentale, physique, les deux? Alors pour moi, je dirais que la difficulté je l'ai découverte avec le vent. Parce que ça m'a donné un petit peu le tournis, et j'ai pas honte de le dire, parce que franchement je ne m'attendais pas à ces conditions-là. Je ne m'attendais pas non plus à réagir comme ça. Et heureusement que notre guide a su trouver les mots et a su nous encourager, parce que je pense sincèrement que sans lui, sans sa force de persuasion, on ne serait certainement pas allé au bout. C'était vraiment très très compliqué, très dur, très physique. Même si on était préparé, même si on s'est entraîné, on ne s'attendait pas à ce point, à ce que ce soit compliqué. Ce que l'on retiendra en vous entendant, Céline, c'est que ce n'est pas donné à tout le monde de gravir le Mont Blanc. Ce n'est pas une mince affaire, alors que l'on voit de plus en plus de personnes qui entreprennent cette ascension.
Oui, c'est vrai qu'on a aujourd'hui un peu l'impression que n'importe qui quasiment peut faire le Mont Blanc, surtout que c'est devenu assez commercial. En passant par le refuge du goûter, il y a énormément de gens. Hein. On voit des files de personnes qui font l'ascension, mais ça reste quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et c'est vrai que nous, en plus, on l'a fait par cette voie qui est très inhabituelle. Et ça a, je pense, rajouté à notre défi, mais c'était aussi ce qu'on voulait, puisqu'on voulait marcher pour Handicap International en faveur d'une cause humanitaire. Donc ça aussi, ça nous a poussé. En tout cas, moi, ça m'a porté. Quand il y a eu des moments peut-être de découragement, je me disais, allez, tu marches aussi pour une bonne cause et pour que d'autres derrière puissent à nouveau marcher. Donc c'était aussi quand même une motivation personnelle et pour une cause qui nous dépasse quelque part. On avait cette volonté de donner ce sens-là aussi à notre ascension. Alors ma dernière question, elle sera pour Sylvie, car je crois que c'est Sylvie qui a eu l'idée de ce défi sur un terrain montagnard. L'heure est aujourd'hui certes à la récupération, on l'entend, hein, vous avez souffert sur les pentes du Mont Blanc, mais est-ce que vous avez déjà une idée en tête pour le prochain défi que vous allez vous lancer ? Alors, le défi 2024, c'était le rallye des gazelles, c'était une idée de Céline. Le défi 2025, le Mont Blanc, c'était une idée de moi. Pour 2026, on commence à y penser, mais on ne sait pas encore trop. On a fait le désert, on a fait la neige, on verra. Eh ben, on suivra ça avec attention en tout cas. Merci et bravo les Suricates de Monac pour être venus à bout du légendaire Mont Blanc. Merci à vous. Merci. Je vous propose à présent de découvrir le portrait de Lina, une petite fille qui voue une véritable passion au sport automobile et qui compte bien un jour devenir une grande championne. Nous l'avons suivie au volant de son bolide dans le nouvel espace de loisirs de Fontvieille. C'est un reportage de Christinda Petit-Homel et Thomas Deus. Elle n'a que 11 ans, mais déjà tout d'une grande pilote de karting. C'est à l'âge de 8 ans que tout a commencé, lorsqu'une piste avait été installée sur le port Hercule. Ce fut un véritable coup de foudre. Depuis ce jour, Lina passe le plus de temps possible derrière un volant. C'était incroyable. En fait, on dirait que j'étais dans une fusée, ça allait tellement vite pour moi. Bon, j'ai commencé, j'avais 8 ans, mais c'était incroyable. Le ressenti, il était incroyable. Déjà, je suis libre quand je roule et je me sens à l'aise, je me sens bien. Enfin, je me dis, je pense plus à rien et je pense que à me concentrer et à donner tout ce que j'ai. Voilà. Mon rêve, c'est d'être pilote de Formule 1. Un talent vite remarqué. Il y a 2 ans, elle remportait le volant Jules Bianchi. Aujourd'hui, elle court dans la catégorie Mini, un univers encore largement dominé par les garçons. Mais la détermination de Lina est sans faille. Chacun a son pilotage différent. Et donc en fait, tout le monde est différent. Donc ça dépend des garçons. Pour l'instant, elle pilote sur Monaco au box 98, c'est parce que elle est à la maison. Après, elle est souvent sur des circuits, mais pas tout le temps, parce que toujours par question d'organisation et de budget. Donc on fait comme on peut. Elle s'entraîne sur des circuits en France, en Italie, dès qu'on peut, selon l'organisation qui nous permet de le faire. Donc cette année, on a fait une préparation donc physique qu'elle s'entraîne pour préparer 2026. Cependant, elle a fait en 2023, elle a participé au volant Jules Bianchi qu'elle a gagné. Et grâce à ce volant et grâce à l'association Jules Bianchi, l'année 2024, elle a participé au championnat of the Future avec la F1 Academy où elle a représenté les mini. Reste un obstacle de taille, le coût. Alors pour l'aider à poursuivre son rêve, sa maman a choisi de s'engager à sa manière. Elle a écrit 2 livres pour enfants consacrés au karting et créé une marque de vêtements inspirée par l'énergie de sa fille. On essaie de la booster, de ne pas abandonner. Donc moi, ça m'a inspirée et j'ai créé des livres pour elle, pour partager sa passion avec les enfants. Donc il y a le grand départ de Lina qui explique sa révélation pour le monde du karting et comment découvrir le monde du karting avec les vêtements, enfin la combinaison, le karting et tous les drapeaux pour partager ça avec les tout petits. Et puis vous avez créé également une ligne de vêtements. C'est ça, exactement. Toujours pour les enfants. C'est l'univers de Lina, elle le partage. C'est Adrenalina by Racing. Adrenalina est née de Adrénaline et Lina.
Donc voilà, donc on a fait d'abord pour les filles, mais comme ça plaît beaucoup, les garçons demandent aussi leur façon à eux. Donc j'essaie de faire une deuxième ligne pour les garçons. Les livres sont disponibles sur Amazon, à Carrefour, à Jouet Club ainsi qu'à Box 98. Quant aux vêtements, vous pouvez les retrouver sur le compte Instagram de Lina, Lina Salamanca 24. Entre passion, persévérance et créativité, Lina avance à toute vitesse vers son rêve, son ambition, continuer à progresser et pourquoi pas un jour devenir pilote de Formule 1 comme Charles Leclerc. Ce mardi, la Villa Paloma accueillait le grand maître japonais Koji Hiramatsu, gardien d'un art millénaire, celui du bonsaï. Originaire de Takamatsu au Japon, une région considérée comme la terre sainte de ces arbres miniatures, il est venu transmettre son savoir à Monaco. À travers une démonstration exceptionnelle, il a aussi rappelé combien ces petits végétaux portent un grand message, celui de l'harmonie avec la nature. Devika Garanfar et Thomas Deus. À la Villa Paloma, cadre du nouveau musée national de Monaco, c'est un pain noir de Tamakatsu, symbole de force qui attire tous les regards. Armé de ciseaux et de fils de fer, Kijo Hiramatsu, un des plus grands bonsaïkas au monde, est venu montrer l'art patient qui fait la renommée de sa région depuis plus de 200 ans. 日本で平松春松園のという盆栽園で4代目になります。まあ盆栽ってどの時代にも普遍的なものなので、その日本の古い盆栽という芸術を伝えるメッセンジャーみたいな役割なんで、変わることなく盆栽という文化を次の世代に伝えるという役目。L'événement ne se limite pas à une simple démonstration, il s'inscrit dans une démarche plus large, rapprocher la principauté de Monaco et la région de Kagawa, deux territoires différents mais unis par une même sensibilité pour la beauté et la nature. Alors en fait le bonsaï est un domaine qui fascine beaucoup de gens et il y a beaucoup plus d'amateurs et de propriétaires de bonsaï qu'on le croit. Et c'est une façon de mettre en avant cette partie du Japon, de la culture japonaise auprès du plus grand nombre de personnes. S'occuper d'un bonsaï, effectivement, c'est très technique, mais en même temps, on peut tout à fait débuter dans le bonsaï avec des arbres faciles à entretenir. Un petit arbre qui porte un grand message, apprendre à regarder le temps différemment et à protéger ce qui nous entoure, un lien discret mais puissant entre Monaco et le Japon et une innovation à cultiver, la patience autant que la beauté. Le cycle Tout l'art du cinéma proposé par l'Institut audiovisuel de Monaco reprend. La première projection aura lieu le 3 octobre au Grimaldi Forum avec à l'affiche le film d'Ettore Scola, Une journée particulière. Vincent Vatrican et Fabien Bonilla l'évoquent avec nous. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. On est parti pour une nouvelle saison. C'est peut-être un peu tôt pour en parler, mais qu'est-ce que l'on sait de cette nouvelle saison? On sait qu'elle est lancée le 3 octobre au Grimaldi Forum. Ouais. Et on va laisser la surprise au public de cette soirée, puisque on évoquera avec mon complice Jacques Hermabon comment cette saison a été imaginé et conçu avec toute l'équipe de l'Institut et quelques surprises sur la composition de cette saison en effet. Et le 3 octobre prochain, il y aura la projection du film dont on parle, Une journée particulière. C'est un film de 1976 d'Ettore Scola. De quoi parle ce film? Le film parle de cette journée particulière. Quelle est cette journée particulière? La journée du 6 mai 1938 à Rome. Hitler vient rendre visite à Mussolini et scelle l'entente entre le régime nazi et le régime fasciste. Hitler est venu quelques jours à Rome, mais le film est centré sur cette journée bien précise à laquelle quasiment toute la population romaine va assister. Et du reste, le film démarre par la présentation d'actualités d'époque qui retrace cette rencontre avant
qu'on soit transporté dans cet immeuble et suivre... les deux personnes qui n'ont pas assisté voilà, à cette les deux cérémonie. personnes, mais pourquoi n'assistent-elles pas à cette journée particulière? Antonietta, donc jouée par Sophia Loren, et Gabriele, jouée par Mastroianni. Elle, parce qu'elle est la femme au foyer par essence. C'est un régime qui, évidemment, le régime fasciste, qui prône évidemment la supériorité du mâle. Donc la femme doit se cantonner aux tâches domestiques, avec en plus une famille nombreuse, puisque les femmes étaient évidemment aussi et quasiment surtout là pour enfanter. Donc ce jour-là, elle s'occupe du foyer, et Gabriel, lui, n'y assiste pas pour d'autres raisons qu'on va apprendre au cours du film. Il a été viré de la station de radio, donc c'est plutôt un intellectuel, etc. Et on apprendra au cours du film pour quelles raisons, qu'est-ce qui lui est reproché. On peut le dire ou... Oui, absolument, on peut le dire, parce que c'est pas, j'allais dire, c'est pas un suspense dans le film, même s'il faut remarquer que dans l'écriture du film, son statut, donc il est homosexuel, n'est pas donné en ces termes-là. Voilà, qui accepte mal voilà, mais ces personnages. Il est qualifié de réprouvé, de personnages un peu particuliers, etc. Et puis on comprend vite de quoi il retourne. Et il faut dire que, comme beaucoup de dissidents, puisqu'ils étaient qualifiés comme ça, leur destin était d'être expatriés en Sardaigne, dans des camps en Sardaigne. En deux mots, pour finir, pourquoi faudrait-il aller voir une journée particulière? Parce que, comme je l'ai dit, c'est longtemps invisible, et sur grand écran, je pense que cette journée particulière, ou cette rencontre particulière, pour rappeler Sophia Loren et Marcello Mastroianni, c'est un moment réellement poignant, avec deux acteurs au sommet de leur forme. Et ce sera pour vous une journée particulière, parce que vous allez présenter la saison au Grimaldi Forum ce jour-là. Merci beaucoup, Vincent. Merci, Fabien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Il genio è soltanto maschio. Sono sempre gli uomini che riempiono i libri di storia, no? Così non c'è più spazio per nessuno. E tanto meno per le donne. Antonietta di bene. È un bel nome. Ma l'inquilino del sesto piano è una mezza cartuccia. Un antifascista. Ma una persona così per bene non può essere un antifascista. Io non lo so che vi siete messo in testa, ma vi state sbagliando, questo è certo. Le cose le vanno bene come vanno. Ha una casa, un marito. Secondo loro dovremmo sentirci in colpa. Une journée particulière le 3 octobre prochain donc au Grimaldi Forum. Ainsi se referme ce journal. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute l'actualité de la principauté sur nos réseaux sociaux et sur YouTube. Vous avez aussi la possibilité de découvrir ou redécouvrir les podcasts de Monaco Info. Laetitia Key, l'artiste qui joue avec ses cheveux pour réaliser de très belles créations, est l'invité de Geneviève Berti cette semaine. Dans un instant, la météo présentée par Sarah Kari. Demain à 19h, vous avez rendez-vous avec Christophe Paco pour un nouveau journal. À très bientôt, passez une belle et douce soirée. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un agréable week-end. Et pour atténuer un peu le cafard de ce dimanche soir, bonne nouvelle, la semaine commencera
sous le soleil. Demain, le ciel sera parfaitement dégagé, sans le moindre nuage, et les températures grimperont légèrement par rapport à aujourd'hui. Comptez 15 degrés au minimum et jusqu'à 22 degrés l'après-midi. Ce lundi 29 septembre, nous souhaiterons une bonne fête au Michel. C'est aussi la journée mondiale du cœur, l'occasion de sensibiliser le public et en particulier les plus jeunes aux maladies cardiovasculaires, souvent liées à l'obésité, aux mauvaises habitudes alimentaires, au tabagisme ou encore au manque d'activité physique. Belle soirée avec nous sur Monaco Info. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.